Voilà, c'est parti. Donc, pour ce deuxième webinaire de restitution des résultats de recherche issus des travaux de recherche du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Donc, il s'agit d'éléments de compréhension de nouvelles formes de soins, d'expériences, de tandem, de partenariat médecin-patient en milieu clinique, en milieu de soins, qui est en fait un article qui va être publié dans le prochain numéro de la revue Le partenariat de soins avec le patient Analyse, que nous avons coécrit avec Nicolas Fernandez, que je vais laisser se présenter, et moi-même, que vous connaissez, je pense tous, hein, Luigi Flora, patient partenaire, co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, et puis aussi conseiller au Centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public à l'Université de Montréal, entre autres. Et puis, si tu veux bien te présenter, Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Fernandez, professeur en pédagogie. Je suis spécialiste de la pédagogie des sciences de la santé et je suis patient partenaire également. J'ai une greffe rénale et donc je suis associé au CEPP et aussi je travaille avec le centre de recherche de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal, en plus du CHUM évidemment. Et donc je travaille avec Luigi depuis un certain temps et puis je m'intéresse beaucoup au savoir expérientiel. Alors, je suis ravi d'être là avec vous et ravi de revoir certains d'entre vous parce que j'étais à Nice cet été, cette année, et j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir. Et sur les savoirs expérientiels, on a réalisé il y a une dizaine de jours une capsule vidéo à Liège pour la fin d'une recherche financée par l'Union européenne. Et une fois que les colloques de conclusion seront terminés, on mettra cette vidéo en ligne et ça parle en fait de ces savoirs expérientiels plus précisément. Et puis peut-être qu'on fera d'ailleurs un webinaire de restitution sur cette recherche dans les prochains mois. Donc, en fait, en termes de responsabilité sociale en tant que co-directeur patient du centre d'innovation, je veux dire que j'ai aucun lien avec ceux qui font le commerce de la santé. Vous pouvez retrouver ça sur la base de données, en fait, transparence.gouv, hein, si vous voulez chercher. Et moi aussi, j'ai oublié de modifier cette diapo et inclure mon nom. Moi aussi, j'ai pas d'intérêt Pas d'intérêt non plus aux dans la compagnies base pharma. canadienne. Voilà. Donc, rappelez que en fait, les tandems de partenariat de soins dont on va parler, là, ils sont issus tous les deux du DDU, en fait, Art du sang en partenariat avec le patient, hein. Donc, c'est un DU qui, à son origine, en 2018, 2017-2018, lors de son année de lancement, a reçu le prix PEPS de l'innovation en formation pédagogique en formation tout au long de la vie de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dire que ce DU, il a commencé en fait par un DU à la faculté de médecine, qu'il a été à l'époque Arnaud Alloy, qui est ici présent, anthropologue, faisait partie de l'équipe pédagogique pendant l'année de confinement, de la première année de pandémie. En fait, on n'a pas voulu lâcher les étudiants. On a fait une première séance de 2 heures en ligne. Et puis, comme on a vu que les étudiants étaient contents et que nous, on arrivait à faire des choses, on a continué l'année en ligne. Et lors de la soutenance, une des étudiantes, une patiente partenaire qui étudiait dans ce DU, elle nous a dit, après la soutenance, bah, moi, pendant l'année, j'ai monté une association nationale. Ça serait bien que ce DU existe aussi au-delà du territoire niçois et alentour. Et donc, comme on écoute les étudiants qui viennent dans notre formation, comme les autres personnes d'ailleurs avec qui on parle, eh ben, on a doublé ce DU avec un DU en ligne. Dire que ce DU, en fait, il a deux projets. Le projet d'essayer de développer de la réflexivité, un esprit critique tout au long de la formation pour s'autoriser à, et que pour ça, on propose de monter un journal de bord dont vous donnez des éléments importants de vos transformations de comportement et de représentation pendant la soutenance. Et que la deuxième chose à faire, c'est un projet d'impact social. Et donc, ces tandems de partenariat médecin-patient ont été créés, l'un dans le DU à la faculté de médecine et l'autre dans le DU en ligne. Voilà. Donc, c'est des tandems qui sont vraiment issus de cette formation pour vous donner des idées de projets pour ceux qui étudient cette année le DU. Donc, on va commencer par les tandems de partenariat hospitalier. Donc, c'est une patiente partenaire qui a fait le DU, qui avait un peu ce projet-là, et puis un autre projet qui n'a pas vu le jour de monter un,
un groupe de parole, mais aussi à dimension, à médiation artistique pour la féminité des femmes qui sont touchées par le cancer. Et ce projet n'a pas vu le jour. Par contre, le tandem de partenariat hospitalier, lui, a vu le jour. Donc, cette patiente partenaire, elle est arrivée dans son service. On lui a d'abord proposé de se mettre dans le couloir, au bout du couloir, avec une table. Et, en échangeant avec les médecins, elle a fini par commencer avec un tandem de partenariat avec une médecin spécialiste de lymphologie. Donc, c'est un problème qui survient surtout, le lymphodème ou le lipodème, qui survient surtout en effet secondaire du cancer, mais pas que. Et elle a commencé à faire en fait une consultation avec ce patient, avec ce médecin. Et puis au fil des échanges, en fait, les deux médecins de ce service ont fini par exercer en tandem de partenariat avec cette patiente. Donc, pour vous donner une idée, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que le patient partenaire, la patiente partenaire et le ou la médecin, parce que c'est un homme et une femme, en fait, ou une femme, demande si la patient ou la patiente qui vient consulter a le consentement que la consultation se passe en tandem. Et dans ces cas-là, en fait, si je reprends un peu les travaux de Marie-France Mamzer, hein, qui dirige le département d'éthique de l'université, de la faculté de médecine de l'université Paris-Cité, qui nous décrit un peu comment se passe une consultation, un malade qui vient avec son vécu, qui devient patient à partir du moment où il rentre dans la consultation et avec rencontre avec le médecin, avec un interrogatoire et un examen physique, avec différents types d'examens, qui élabore un diagnostic et puis qui fait une prescription. Ça, c'est la consultation classique. Dans le cadre, en fait, des deux tandems de partenariat, là, ce qui se passe, c'est que s'il y a consentement, en fait, avec un tandem de partenariat, il va y avoir l'entretien qui va se faire avec le tandem de partenariat médecin-patient si le patient ou la patiente qui consulte consent. Et puis, dans le premier cas, en fait, il n'y aura pas d'examen, pas de présence du patient ou de la patiente dans l'examen clinique. Ça, c'est avec le médecin. Donc, le diagnostic sera fait par le médecin. Et puis après, lors de la prescription, en fait, la patiente va donner des éléments de vie avec la maladie que ne connaît pas forcément si bien, et surtout d'emploi de matériel quand c'est nécessaire. euh, qui sera plus dans laquelle la patiente a une expérience et aura plus en fait d'éléments pour enrichir la prescription. Dans le deuxième cas, en fait, quand c'est les deux femmes qui consultent ensemble, je donne les éléments factuels, hein, il y a cet entretien qui a lieu, et puis s'il y a consentement, eh ben, la patiente et la médecin regardent aussi au niveau clinique, c'est-à-dire vraiment à l'examen physique, c'est quels sont les symptômes, comment ça se présente, etc. Et il y a vraiment une co-construction et une co-divulgation en fait des informations au patient ou à la patiente qui consulte, un co-diagnostic. Et dans ces cas-là, en fait, il y a vraiment une co-prescription. C'est vraiment une co-prescription complète qui est faite avec, eh ben, puisque c'est réglementaire, en fait, la médecin spécialiste qui écrit la prescription, mais la prescription est vraiment co-construite. Et donc, on voit que dans ce cas-là, en fait, c'est ce que nous appelons, puisque nous sommes en ligne, une consultation synchrone, c'est-à-dire où le patient ou la patiente partenaire et le médecin, en fait, consultent ensemble. Le deuxième modèle, c'est celui en soins primaires qui a déjà été un peu détaillé par Lisa Burel le 27 novembre lors de la thèse de soutenance. Donc, c'est dans ces cas-là, en fait, une consultation asynchrone, c'est-à-dire que un médecin va voir, enfin, là, les exemples, c'est le médecin voit des patients ou des patientes qui arrivent et qui reviennent très régulièrement avec une espèce de confusion dans ce qu'elles sont vraiment leurs demandes, qui n'ont pas une demande précise. Et donc, la médecin se retrouve un peu insatisfaite de ce qui se passe pendant la consultation. Et puis, elle commence à être préoccupée parce que bah, elle a beaucoup de patients à voir et quand elle revoit tout le temps un patient revenir, ça lui crée une forme d'insatisfaction. Dans ces cas-là, elle va demander au patient ou à la patiente si elle veut bien consulter avec un patient partenaire. Si le patient ou la patiente accepte, et en général ils acceptent, euh, il y a un entretien qui va avoir lieu après avec le patient partenaire. Et puis ce que réalise la médecin, c'est qu'assez rapidement, excusez-moi, assez rapidement, les consultations s'espacent et quand le patient ou la patiente revient, elle revient assez rapidement avec des questions très, enfin des demandes très précises, ce qui en fait
améliore la qualité de travail, la qualité de vie au travail de la médecin. Alors pour ces tandems de partenariat qui ont été mis en place juste après les confinements de la pandémie, donc ça a commencé en 2022, on a proposé un cadre d'accompagnement parce que c'est des activités assez innovantes, avec un groupe d'analyse de pratique qui a lieu mensuellement, avec ces patients, ces deux patients partenaires, mais aussi d'autres patients partenaires qui sont impliqués dans les soins, qui fassent de l'éducation thérapeutique ou d'autres formes d'accompagnement. Et puis, quand on a commencé ces groupes d'analyse de pratique, en fait, les patients partenaires ont demandé à ce qu'il y ait en plus un cercle de parole, c'est-à-dire quand le groupe d'analyse de pratique, on vient et puis un patient présente une situation clinique qu'il va détailler ou parce qu'elle lui a posé question, ou parce il s'est retrouvé avec des problèmes, ou parce que ça a très très bien marché. Et puis, il va en fait dérouler cette situation et on va analyser en commun cette situation. Et un deuxième groupe de paroles qu'on n'a pas réussi à réguler vraiment, vraiment tous les mois, mais qu'on fait quand même assez régulièrement de manière espacée, où les patients peuvent parler de plein de choses différentes et pas forcément d'une situation. Mais le groupe d'analyse de pratique, il est suivi ensuite, en fait, et ça, dans ce groupe d'analyse de pratique, on a eu une patiente partenaire qui a commencé cette activité en 2017, donc à Montréal, au Québec, qui continue à officier, donc depuis pas mal d'années maintenant, qui a fait le DU Art du sang en partenariat avec les patients en ligne, et puis qui depuis a rejoint l'équipe pédagogique, et comme elle pratique, eh ben, elle participe aussi à ces groupes d'analyse de pratique. Et puis, quand il y a eu ces groupes d'analyse de pratique, ce qui se passe, c'est que moi, je les enregistre parce qu'on a des gens qui sont sur le territoire français. On a quelques personnes qui ne sont pas forcément sur Nice, hein, dans la région, mais aussi on a des patients qui sont ailleurs en France, voire à l'étranger. Et moi, je fais un enregistrement, je fais une saisie que j'envoie au patient partenaire qui a déployé la situation. S'il consent, après, je remets ce document à tous les patients qui peuvent relire en fait ce document à froid dans une deuxième lecture, ce qui leur permet d'avoir une deuxième couche d'apprentissage. Et puis, dans un troisième temps, en fait, ce que je fais, c'est que je refais 3 semaines, un mois, 3 mois après, je revois le patient avec le film de la mise en application. Et puis, on refait une analyse de cette situation-là. Et dans ces cas-là, en fait, on a une grille d'analyse qui est ce qui s'appelle la clinique de l'activité, où je vais aller réinterroger la situation au vu des modes de régulation, comment le patient se régule dans la situation, comment il se régule avec l'autre professionnel de santé, comment il se régule avec le patient ou la patiente qui consulte, avec aussi les tâches, quelles sont les tâches que font l'un et l'autre selon le patient au sein de ce tandem de partenariat, et puis qui prend les décisions, et voilà. Ce qui nous permet d'avoir des éléments en fait tangibles de comment en fait fonctionne ce tandem de partenariat de soins avec le patient. Avec ça, en fait, on a commencé à travailler à partir de ce matériau-là, de tous ces textes. On a commencé à travailler avec Nicolas Fernandez, et je vais lui laisser la parole pour présenter un peu la manière dont on va travailler. Oui, alors, mais à partir du triangle que vous avez vu à la page antérieure, où on voit hein, les instruments, le sujet, l'objet, les règles, la communauté et la division du travail, c'est un peu la grille d'analyse. Mais pour chaque partenaire, on fait un triangle comme ça et on colle les données des entretiens sur ce triangle-là. Donc, qui travaille, avec quel instrument et sur quel est l'objet. Par exemple, le médecin, lui, il va travailler avec son savoir biomédical et son objet, ça va être la prescription. Le patient travaille, lui, avec une communication plus expérientielle et son objet de travail, ça va être la compréhension et la compréhension du vécu du patient. Et donc, l'issue de ce triangle-là, ça va être ben, une meilleure prise en charge parce qu'on me comprend, une compréhension. Puis du côté du médecin, ben, il va avoir un meilleur ajustement des doses thérapeutiques du médicament. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a établi ça, on a un peu mis les données sur ce triangle-là. Ben là, on va avec une analyse thématique qui est classique dans le monde de la recherche qualitative, celle de
Brown et Clark, qui étaient des psychologues des psychologues et qui regardaient la psychothérapie, hein, les pratiques de psychothérapie à l'époque. Et donc, eux, ils ont produit un modèle qui est très parcouru maintenant, et très populaire, qui donne un cheminement, comment faire l'analyse qualitative. Donc, on se familiarise, on lit les transcriptions. À partir de la lecture, ben, on sort quelles sont les grandes thématiques, les codes initiaux qui sont sortis. On recherche à partir de ça des thèmes qui ressortent des données, puis on les examine, puis en fait, on les partage par la suite avec d'autres qui font le même travail en parallèle. Et là, on rédige un rapport par rapport à tout ce qu'on a trouvé dans des données. On rédige un peu qu'est-ce que les données nous disent par rapport à notre question de recherche. Ensuite, une autre manière qu'on a adoptée, c'est un autre triangle, mais ça vient de Giddens, des travaux de Anthony Giddens, qui était un sociologue britannique des années 20, qui travaille encore, mais qui a développé cette conception-là de la structuration organisationnelle. C'est-à-dire qu'un individu, quand il est dans euh, une institution, hein, il va se développer en fonction de trois dynamiques ou trois éléments dynamiques forts qui vont influencer comment l'individu va s'intégrer dans l'institution et comment l'institution elle-même va être développée. Donc, il y a une structuration relationnelle, donc comment l'individu va interagir avec ses proches, les gens avec qui il travaille. Il va y avoir une structuration identitaire, quelles sont les identités des personnes impliquées, qui peuvent être, dans notre cas, c'est vraiment le patient et le patient, en fait, puis le patient partenaire qui a une identité propre, donc il y a vraiment là une distinction, et le médecin ou le traitant, et la structuration organisationnelle qui inclut toutes les règles et la culture, les us et coutumes de l'endroit, voilà, à telle place, à Nice, par exemple, dans tel hôpital, on pratique de cette manière. Ça, c'est la structuration organisationnelle. Et tout ça, tous ces trois dynamiques vont avoir un impact sur le tandem, sur comment le tandem va travailler. Donc, comment le médecin et le patient partenaire vont interagir, vont travailler pour résoudre des problèmes, etc. Donc, il y a une partie, ce travail-là va déterminer en partie par la structuration relationnelle, par la structuration organisationnelle, les mœurs, les coutumes de l'endroit et la structuration identitaire, bien évidemment. Donc ça nous a servi pour regarder les propos que les gens ont tenus en fonction de leur expérience de tandem de partenariat. Et donc, on a fait tout ce travail-là, donc ça, vous pourrez le lire en détail dans l'article hein, dès qu'il sera publié. Et donc, on a des facteurs clés qui ont été identifiés. En fait, il y a de nombreux facteurs en fait qui sont des facteurs, si je peux en fait vraiment réduire, qui sont des facteurs qu'on devrait retrouver en fait dans toute relation de soins et pas même entre professionnels, même quand il n'y a pas de patient partenaire, même si les patients partenaires là sont professionnalisés hein, dans leur travail, hein, en sachant que la professionnalisation, c'est pas juste la rémunération, hein, c'est des compétences communes, il y a tout un ensemble de facteurs que je ne vais pas détailler ici, hein. Mais la compatibilité intrinsèque entre les membres du tandem, ce qui vaut ou devrait valoir, comme je le disais tout à l'heure, pour tout exercice du soin, euh, la confiance qui doit s'opérer entre les parties prenantes, hein, entre le patient partenaire, le médecin, le patient partenaire, le médecin et le patient qui consulte, hein, qui vaut aussi pour toute relation de soins. La manière dont chacun des membres du tandem y trouve et y précise sa place et le champ d'expertise qui lui incombe. Donc la clarification des rôles, quelque chose qu'on travaille beaucoup, nous, dans l'enseignement à la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient, hein. Et là, en fait, on ne peut pas trouver dans les trois tandems qu'on a explorés, on ne peut pas trouver un protocole, hein. Il y a vraiment une manière. Alors, il y a quelques invariants, mais il y a vraiment, c'est de la relation humaine, hein. Il y a vraiment des particularités à trouver avec chacun par rapport aux éléments qu'a précisé euh, Nicolas juste avant. La compréhension d'expertise ou de la complémentarité de chacun. Et puis, la détermination et la répartition des tâches de chacun basées sur les savoirs, comme l'a détaillé succinctement Nicolas juste avant, quoi. Et puis,
Au-delà du moment de consultation, qu'il soit en synchrone ou non synchrone, hein, il y a la nécessité de la création d'espaces formels, comme le groupe d'analyse de pratique qu'on a mis en place pour cette activité émergente, mais aussi informels. Comment le médecin et le patient ou la patiente partenaire communiquent en dehors du moment de la consultation pour pouvoir en fait avoir la meilleure qualité de soins possible. En conclusion, en fait, les tandems rencontrés s'investissent beaucoup dans la régulation de leur travail collectif. La création d'un centre d'innovation avec unité de recherche pour développer cette culture du partenariat de soins, de cet art du soin en partenariat est un facteur favorisant, hein. Nous émettons l'hypothèse que ce type d'exercice du soin peut constituer une réponse appropriée à la problématique que nous rencontrons actuellement en matière de démographie médicale, que ce soit en France ou au Québec, et à peu paraître dans tous les pays occidentalisés, pour ne parler qu'eux. C'est une réponse qui permet de surcroît d'améliorer la qualité de soins offerts à la population tout en impactant positivement la qualité de vie au travail des cliniciens. Par exemple, un médecin généraliste dont je parlais tout à l'heure, elle nous a dit, moi, en fait, d'avoir ce patient partenaire comme possible consultation, en plus de l'ensemble des consultations que je fais, ça me permet d'éviter une surcharge cognitive. Donc, il y a vraiment euh, une souffrance au travail qui peut être évitée par la mise en place de ce type de tandem. Et dans le contexte actuel d'exercice du système de santé, représente, pour nous, ça représente vraiment une valeur ajoutée, hein. Après, là, ce sont que deux travaux exploratoires, hein, ceux du 27 et ceux qu'on vous présente là. Ça demande d'aller plus loin, mais ce plus loin, en fait, eh ben, ça doit être mis aussi en exergue de la possibilité d'une mise à l'échelle. C'est-à-dire que là, on a travaillé pendant 2 ans avec des tandems pilotes, et maintenant, on va pouvoir vraiment accompagner plus de tandems de la sorte pour pouvoir continuer. Donc, j'aime bien finir par une citation, hein. Dans les années à venir, la prise en compte de l'expérience humaine et de ce processus de transformation vont devenir non seulement nécessaires aux investigations scientifiques, mais véritablement essentielles. Et avec les savoirs expérientiels, c'est vraiment ça, hein. C'est Francis Varela, qui est un grand chercheur, qui nous a en fait mis cette mutation.